BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Clara Luciani, donc le choix de Elke van den Brand, ministre bruxelloise de la mobilité, de la sécurité routière et des travaux publics. Bonjour. Bonjour. Première question, Elke van den Brand, vous irez au salon de l'auto ou c'est pas votre truc ? Je pense que c'est important que le salon d'auto, finalement, a une offre avec des voitures électriques et une offre qui est un peu plus écologique que dans le passé, mais j'espère que ça va encore avancer un peu, que les constructeurs vont faire des voitures qui sont aptes à Bruxelles, pas des voitures trop larges, trop lourdes, des voitures propres. Des petites voitures, donc si je vous comprends bien, c'est ça l'idée. Des petites voitures électriques, par exemple, c'est une offre qui n'existe presque pas, mais je pense que beaucoup de Bruxellois qui ont besoin de leur voiture et qui veulent encore une voiture, qui préfèrent une voiture électrique qu'une voiture au diesel ou au benzine. Ouais, la grande question, c'est quand même l'adéquation dans ce salon entre l'offre des constructeurs d'un côté, qui peinent effectivement à faire des petits modèles à des prix compétitifs, et les décisions des politiques bruxellois de l'autre qui veulent notamment l'abandon du diesel à l'horizon 2030. Est-ce que vous pensez que ça va matcher à un moment ? On avait il y a quelques minutes, en direct du salon, un représentant du salon qui disait « Maintenant, il faut que les pouvoirs publics équipent Bruxelles de bornes. Nous, on a fait notre boulot. Il y a des modèles qui existent, ils sont sur le marché, mais il faut que les gens puissent recharger. » Vous lui répondez quoi ? Deux choses. Oui, il faut qu'on mette des bornes, ça c'est une chose, je vais tout de suite répondre, mais sur l'offre aussi, il y a maintenant une offre qui arrive, mais ça reste quand même une Porsche Cayenne, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour le Bruxelles, alors ça reste une offre assez limite, alors je pense que faire en sorte que l'offre est là, et c'est aussi une offre qui est venue grâce aux législations, par exemple les législations européennes qui obligent les constructeurs d'avoir en moyenne des voitures qui ne polluent que 93 microgrammes pour toute leur flotte, alors faire en sorte qu'ils sont un peu obligés de faire des flottes qui polluent moins. Mais c'est bon que ça arrive. Je pense qu'on a vraiment un momentum, qu'on est en train de changer vraiment tout ça. Et d'autre côté, à Bruxelles, il faut mettre l'infrastructure pour charger évidemment ces voitures. Alors là, cette question des bornes, on en avait déjà parlé lors de votre dernier passage dans ce studio. Il y a seulement 17 bornes en accès public sur le territoire de la région bruxelloise. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dénoncé le contrat avec la filiale du groupe Total qui devait en installer une centaine et qui est en retard ? Oui, parce qu'il y a un contrat qui a été signé, c'était pour moi, c'est un contrat que j'ai hérité. Alors, c'était dans le gouvernement précédent. Voilà, ça coûte si on rompt un contrat, tout ça, et on a choisi de faire en sorte que ça fonctionne. Alors, il y a plein des obstacles dedans. Par exemple, les bornes qui étaient prévues via ce contrat étaient de 400 volts, alors que la plupart du réseau à Bruxelles est à 230 volts. Alors, il fallait adapter et faire en sorte qu'on cherchait les bonnes places. Ça veut dire ouvrir des trottoirs, rajouter des câbles, c'est des travaux assez lourds. Oui. Et trouver aussi les endroits où il y a par exemple déjà 400 volts pour les mettre. Autre chose, c'était un contrat pour 100 bornes, mais c'était pas identifié où, alors il fallait trouver les trucs. Alors il y avait des obstacles et c'est ce qu'on a fait quand on entrait. On a constaté qu'il y avait pas mal d'obstacles, on les a attaqués et maintenant tous les obstacles sont attaqués et on est parti pour les installer. Les semaines et les mois qui viennent, on va vraiment les installer. Dans les semaines ou les mois qui viennent, on aura les 100 bornes prévues. Et pas que c'est les 100 bornes, il y a les 100 bornes qui sont prévues. Mais dans les mois qui viennent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire au mois de février ou ça veut dire au mois de décembre ? On est en train il y a par exemple quelques-uns qui vont être déplacés cette semaine, la semaine prochaine, mais c'est dans les mois qui viennent. Avant l'été, tout est là. Avant l'été, il y aura les 100. Évidemment, on va enregistrer. Vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez m'inviter en juin. Là, il faut que les 100 bornes soient là, sinon vous pouvez me confronter avec ma propre... Oui, et donc au-delà des 100 bornes, il y en aura d'autres dans le courant de la législature ? Chaque habitant de Bruxelles qui habite quelque part, qui n'a pas sa propre garage ou pas sa propre possibilité de charger, peuvent demander sur le site web Charge Brussels pour avoir une borne près de chez lui pour faire en sorte qu'il peut le charger. C'est le principe, c'est un peu qu'il y a une offre de base. Les 100 bornes, c'est partout à Bruxelles, c'est divisé, c'est 5 par commune environ, et faire en sorte que ça, c'est l'offre de base, et puis en fonction de la demande, on va encore installer en plus. Ouais, et les bornes qu'on installera en plus, c'est donc en accès public, ça veut dire qu'on paye quand même pour recharger sa voiture. Oui. C'est le même tarif pour tout le monde, qu'on soit bruxellois ou nafteur, qu'on soit un professionnel avec de la livraison ou un particulier ? L'essentiel, c'est que ce n'est pas les ménages dans leur facture d'électricité qui vont payer pour ça. Ce sont les utilisateurs, comme maintenant aussi, vous payez pour votre essence, pour votre voiture, évidemment. Ce qui est important, c'est pas... Voilà, ça c'est le borne dans le voirie public. Il y a aussi des bornes privées. Il y a
pas mal, il y a les centaines de bornes qui viennent chaque jour chez les entreprises, dans les supermarchés. Est-ce que ce sera le même tarif dans ces bornes publiques pour les Bruxellois et pour les non-Bruxellois? En principe, oui, parce que c'est le tarif que vous payez. Voilà. Mais ce qu'on est en train de décider avec le gouvernement, c'est de mettre en route une task force pour faire avoir vraiment une stratégie, parce que maintenant, il y a le contrat qui est là avec les 100 bornes et le contrat de base. On veut mettre une stratégie sur place, sur le mi-terme et le long terme, pour faire en sorte que ça avance et qu'on est vraiment à point. Alors, pour ça, on a décidé de mettre une task force en route qui peut aussi parler et tacler ces questions-là. Alors, je voudrais qu'on parle un instant de ce qui se passe au niveau fédéral, parce que ça concerne le climat aussi. Georges-Louis Boucher et Joachim Kuntz ont remis une note, ou en tout cas présenté une note aux différents partis qui sont appelés à éventuellement entrer dans une négociation au niveau fédéral. Il y a suffisamment de choses pour le climat et pour la mobilité dans cette note, vous en avez connaissance ou pas? Oui, apparemment, il y avait une fuite. En fait, c'est un peu dommage parce que ça dit quelque chose sur la confidentialité, mais la note, c'est une note des informateurs. C'est pas encore une note de formation, mais comme Groen a dit, on reste autour de la table, on veut parler. Évidemment, il y a des choses dedans dont on veut parler pour faire en sorte que ça soit plus écologique, plus social. C'est pour ça qu'il faut des négociations, mais l'important, c'est que chaque parti prenne sa responsabilité, se met autour de la table et cherche des solutions, parce que ça ne va plus d'attendre encore pour avoir un gouvernement fédéral. Sur le climat, sur la mobilité, il y a suffisamment ou il n'y a pas assez dans cette note pour que Groen entre vraiment en négociation? Il y a des choses... Oui, entre en négociation, oui, parce que si on n'entre pas en négociation, on ne peut pas continuer à se parler. Mais oui, évidemment, il faut améliorer. Pour la mobilité, par exemple, ce qu'on a besoin à Bruxelles, mais vraiment besoin, c'est une SNCB qui a une offre au after pour venir à Bruxelles, qui est confortable, ponctuelle, qui a des trains qui roulent. Pour ça, on a besoin du gouvernement fédéral. Alors oui, il y a des choses sur lesquelles il faut peser, mais je pense que ça, c'est le but d'avoir les négociations. Oui, la tonalité de la presse, notamment de la presse francophone ce matin, c'est de dire que cette note, elle est de centre-droit, voire de droite, et qu'elle remet la NVA au centre du jeu. Est-ce que ça veut dire qu'on va négocier avec la NVA et avec les écologistes Groen et écolo, ou ça va pas être possible? En fait, il y a deux options mathématiquement, parce que pour une majorité, il faut la moitié plus un. Alors, ou bien on va négocier avec les partis libéral, social et écologique, là, et avec CDH ou CDMV pour avoir une majorité. Ça, c'est une majorité. Ou bien il y a une coalition NVA-PS avec les libéraux. C'est une autre option, mais on n'a pas besoin de tous les partis, parce que sinon, voilà. Mais est-ce que je dois décoder Elke van den Brand que s'il y a la NVA, les écologistes ne sont pas demandeurs d'y être? Écolo a dit clairement non. S'il y a la NVA, il n'y aura pas écolo. Est-ce que Groen, les Verts flamands, disent la même chose ou pas? On veut être constructif, être à la table, dire on est là pour une solution, mais la mathématique de nombre de sièges pour avoir une majorité fait qu'on a besoin de ou les écologistes ou NVA, et pas les deux. Alors, ça m'aide un peu à répondre à votre question, parce que c'est une cas assez hypothétique, mais chez nous, l'important, c'est qu'on a un projet qui est social, qui est écologique et qui est durable. Et ça, c'est le cœur du projet, doit être vraiment un cœur du social. Mais on restera autour de la table pour trouver des solutions, parce que, voilà, il y a urgence. Vous pensez qu'on rentre vraiment en négociation à partir de lundi prochain, qu'on va pouvoir effectivement passer à une phase de préformation, de formation de gouvernement? Je l'espère. Ça fait des mois qu'on attend un gouvernement. C'est plus sérieux. Les gens attendent des politiciens qui prennent leurs responsabilités. Moi aussi, on a besoin d'une majorité fédérale, comme j'ai dit, pour les trains, mais aussi pour nos pensions, pour gérer notre pays. Alors oui, il faut avancer. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ça, c'est aux informateurs, évidemment. On va parler encore de la zone 30 et aussi des tarifs de la STIB avec vous, Elke van den Brand. On le fera juste après le journal. Il est 12h30. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve Elke van den Brand, ministre de la Mobilité et des Travaux pour la région bruxelloise. On a beaucoup parlé de la zone 30, Elke van den Brand. On sait qu'elle arrivera l'année prochaine. Ça avance, vous voyez. Et que la concertation est maintenant lancée entre la région, les communes et aussi avec certains opérateurs comme la STIB notamment. Votre idée, c'est quoi? C'est d'aboutir un cadastre de toutes les rues qui sont en zone 30 et puis de celles qui vont rester en 50 km/h, voire 70 km/h. À quelle échéance? Évidemment, ça c'est le but d'avoir la liste, mais c'est un travail qu'on va faire pour faire en sorte qu'à Bruxelles, parce que ça c'est le but de zone 30, qu'il y a plus de sécurité routière. Parce que voilà, c'est pas quelque chose de politique et de logique. La zone 30, c'est vraiment question de sauver des vies. On sait si on roule moins vite, il y a moins d'accidents et moins d'accidents graves. Un piéton qui est perpétué par une voiture qui roule à 50 à l'heure, il a 80% de chances d'être tué. Si la même voiture roule à 30 à l'heure, il y a 80% de chances de survivre. Alors c'est vraiment question de renverser les statistiques. Donc c'est une question de sécurité routière. D'abord, oui, et faire en sorte que dans les quartiers où les gens
où les gens habitent, où les enfants jouent, qu'il y a plus de sécurité routière, que c'est plus apaisé. Ça, c'est le but principal. Alors, on va changer l'idée. Alors, l'idée, c'est à Bruxelles, si vous entrez à Bruxelles à voiture, vous roulez à 30 à l'heure, sauf si c'est indiqué que vous pouvez rouler plus vite. Oui. C'est plus lisible aussi pour les gens, que ce soit un peu uniforme. Donc il y a un travail de concertation aujourd'hui pour voir vraiment quelles sont les rues qui sont de manière générale en zone 30 et quelles sont les exceptions. On aboutit sur la fin de ce travail. Quand est-ce que les communes vont savoir, sur mon territoire, telle rue c'est zone 30, telle rue c'est 50 ou 70 km/h? C'est avant l'été aussi, c'est ce avant printemps. Oui, évidemment, parce qu'après, il faut faire tout le travail de changer l'infrastructure. Oui, de les mettre communes vont devoir s'équiper. Ouais. Oui, et c'est un travail qu'on veut faire ensemble parce que les communes savent très bien sur leur territoire, là où c'est encore faisable de rouler 50 ou pas. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire en concertation pour éviter que c'est mal construit et aussi pour faire en sorte, avec les zones de police, qu'ils ont tout le matériel en main pour faire en sorte qu'ils peuvent faire le sanction-contrôle qui est nécessaire pour maintenir aussi le respect de cette Donc limite. vous décidez, la région décide en concertation avec les communes. Il y a quand même des cartes qui ont déjà commencé à circuler, qu'on a vues dans les journaux. Ouais. Alors, ce sont des cartes de travail. Ça veut dire que les cartes qu'on a vues avec certains axes à 50 ou 70 km/h, elles ne sont pas correctes? Ce qu'on a fait maintenant, c'est... Au niveau régional, on a fait une listing pour faire en sorte, ça c'est l'idée qu'on a, sur base des données qu'on a. Qu'est-ce qui doit rester à 50 km/h? S'il y a une commune qui vous dit, moi je veux laisser un maximum de rues à 50 km/h, ça ne va pas marcher. Non, il faut bien motiver pourquoi que c'est nécessaire de rouler plus vite d'un côté et faire en sorte que c'est aussi motivé si c'est assez sécure. Mais par exemple, dans les tunnel de Bruxelles, on ne va pas rouler à 30 à l'heure. On va rester rouler à 50 probablement. Donc la petite ceinture, ça restera 50 km/h. Ça dépend du parti à parti parce qu'il faut que l'infrastructure soit apte pour accueillir une vitesse plus vite, qu'il y a une piste cyclable séparée par exemple. Alors c'est route par route qu'on va faire donc cet exercice. Donc les tunnels exercice. de la petite ceinture, 50 km/h. Est-ce qu'il va y avoir encore des grandes avenues à 70 km/h? Avenue de Tervuren, tunnel du Cinquantenaire, boulevard de la Wolu, le boulevard Général Jacques, ça c'est 50 ou 70? Il y aura des endroits où 70 sera possible, mais c'est un peu trop tôt de dire maintenant la liste parce qu'on a proposé une liste aux communes, aux zones de police, à la STIP, et maintenant c'est avec eux qu'on va voir est-ce que la liste est bonne, il faut l'adapter. Et si je dis maintenant non, l'avenue Rogier doit être telle ou telle vitesse, voilà, c'est quelque chose, c'est pour ça que sert la concertation. Et voilà, la rue de la Loi et la rue Béliard, ce sera du 50 km/h? Oui, il faut aussi faire plus de pistes cyclables là aussi, mais ça c'est un autre débat. L'augmentation des tarifs de la STIB, elle aura lieu ou elle n'aura pas lieu en 2020? Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment manipulation parce qu'on n'a pas décidé une augmentation des tarifs de la STIB. Et j'aime le stresser parce que c'est très important pour l'instant. Il n'y a pas d'augmentation des tarifs. Il y a un petit... Le ticket papier, un voyage, il va quand même augmenter, il sera à 3 €. C'est une augmentation, ça? Le prix d'un voyage reste à 2,10 €. Ce qui a changé, c'est que, et je veux dire, finalement, qu'on va pouvoir payer contactless. Comme par exemple à Londres... Oui, mais ceux qui le prennent en papier, ils paieront 2,60 €, voire 3 € s'ils le prennent à l'avant du bus. Si vous incitez de l'avoir en papier, alors qu'il y a des alternatives, dont on va encore stimuler les alternatives, parce que c'est un système qu'on va mettre en route d'ici vers avril, que faire en sorte que, voilà, on peut payer contactless, parce que le système papier, il y a une strip magnétique, alors le billet est assez il est plus lourd à produire et plus lourd à détruire. Pour les chauffeurs de bus aussi, ça prend du temps. Alors, c'est l'idée de stimuler les gens d'acheter le billet contactless. Et pour faire en sorte, parce qu'il y a tout l'enjeu social derrière. Donc contactless, ça veut dire qu'on peut payer avec sa carte de banque à l'entrée du bus. Ton GSM, son téléphone. Alors, il y a plein de possibilités. Avec les cartes mobiles, ça reste aussi exister, mais faire en sorte qu'on utilise le contactless. Mais tous ceux qui utilisent le bus une fois par an, ou qui sont des touristes, ou qui ne savent pas trop comment ça marche, ou qui sont des personnes plus âgées et qui ont l'habitude de ce ticket papier, eux, il faut bien leur dire, attention, si vous continuez en ticket papier, il y aura une augmentation. Non, d'un côté, il faut leur expliquer qu'il y a des autres alternatives. Pour les touristes, c'est beaucoup plus accueillant de le faire, comme je dis, comme à Londres, contactless. Ce qu'on va faire, entre-temps, on va faire une campagne de communication, évidemment. Ce que la STIP va aussi faire, c'est que de distribuer les cartes mobiles via les associations et via les CPS aux gens précarisés qui ont besoin. Comme ça, on peut mettre un ticket sur le carte mobile. Et ça, c'est important. Il y aura aussi il restera aussi, on va faire une communication là-dessus avec l'abonnement qui à 8,20 € pour des gens précarisés, faire une communication que les gens savent qu'il y a des abonnements. Pour tous les autres tarifs, donc ça, on a parlé du tarif papier. Pour tous les autres tarifs, donc les abonnements, la carte mobile, tout ce dont on vient de parler, il y aura une augmentation en 2020. On peut dire que jusqu'à la fin de l'année 2020, il n'y aura pas d'augmentation. Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation qui est décidée. Ce qui est décidé, c'est que ce qui est important... Pour l'instant, ça veut dire que ça peut changer au contrôle budgétaire du mois de mars. Ce qui est important, c'est la STIP.
à une offre confortable, qu'on peut rester fier sur l'offre du STIP, parce qu'en Flandre et à Wallonie, c'est jaloux à notre offre de transport en commun. On peut l'améliorer, mais c'est déjà pas mal. Alors, il faut faire en sorte que la STIP puisse être gérée. Vous ne me dites pas, c'est sûr, c'est promis, il n'y aura pas d'augmentation avant la fin de l'année. On a bien déjà communiqué qu'il y a un débat budgétaire qu'on va faire, et ou bien, ça c'est important à dire, le STIP, il a des revenus ou bien de l'entrée des billets, de vente des billets, ou bien via le gouvernement avec les moyens généraux. Oui. Alors, il faut trouver la meilleure méthode. Moi, je veux surtout que le STIP reste accessible à tout le monde, aussi budgétaire, que les gens puissent y accéder. Mais tout le monde sait qu'il y a tout un débat et je préfère avoir ce débat dans un peu de sérénité avec tous les objectifs sur la table pour faire en sorte qu'on peut continuer, mais évidemment, on va toujours veiller que les gens qui sont précarisés ont un accès très accessible. Je vous pose une dernière question. Est-ce que la gratuité pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans, ce sera aussi une réalité en 2020 ? Je ne vais pas mettre une date, mais c'est dans l'accord de gouvernement. Alors, ce sera une réalité cette législature. Mais je sais, si je dis maintenant une date, que ce soit, que c'est toujours... Donc, pas forcément en 2020. Ça fait aussi du débat qu'on va faire en mars. Et maintenant, je suis un peu prudente en dire des dates pour être sûre que moi, si je dis quelque chose, que je veux la réaliser, alors j'ai dit, je vais mettre la zone 30 en route, on va la réaliser. Et si je dis, on va avoir le débat en mars, alors faisons-le en mars. Pas forcément en 2020, si j'ai bien compris. On verra quand. Merci beaucoup, Elke van den Brand, d'avoir été l'invité de BX1 ce midi.